Aujourd'hui, je suis sûr qu'ils vont entendre, bien entendu, votre soutien. Je vous rappelle que voilà, il arrive sur scène M. Michel Gurfunkel, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. En 1948, la même année où l'État d'Israël a été créé, un grand écrivain anglais, George Orwell, a écrit un livre qui s'appelle 1984, dans lequel il décrit une tyrannie effroyable située dans ce qui, pour 1948, était le futur, un futur lointain, l'année 1984. L'une des particularités du monde que décrit George Orwell, c'est que les tyrans, pour pouvoir régner, dénaturent le sens des mots. Le ministère de la guerre s'appelle le ministère de la paix. Le ministère de la police s'appelle le ministère de l'amour. George Orwell donne un nom à cette inversion des termes, des valeurs, du vocabulaire. Il appelle ça la noble langue, la langue dénaturée. Aujourd'hui, nous avons en fait de noble langue le politiquement correct. Aujourd'hui, nous voyons très exactement la situation que Orwell décrivait il y a un peu plus de 60 ans, s'appliquer à maintes choses autour de nous, et tout particulièrement à Israël. Parlons un peu de ce rapport Goldstone, les conditions dans lesquelles il a été préparé, adopté, et de ce que cela indique. D'abord, parlons de Richard Goldstone. Richard Goldstone est un juge sud-africain. Il a fait toute sa carrière sous le régime de l'apartheid. Je vous pose la question, est-ce que l'apartheid était conforme aux droits de l'homme? Il a fait toute sa carrière sous le régime de l'apartheid. À cette époque-là, il y avait une seule députée libérale qui récusait le principe même de l'apartheid au Parlement sud-africain. Elle s'appelait Madame Helen Suzman. Elle était juive. Elle était élue à Houghton, un quartier exclusivement juif de Johannesburg. La communauté juive était massivement hostile à la notion d'apartheid parce que, comme un de mes amis sud-africains me l'avait dit un jour, juif sud-africain me l'avait dit un jour, il commence et on ne sait jamais où cela va s'arrêter. Goldstone ne voyait pas de problème à être le juge de ce régime. Il est devenu membre d'une des cours suprêmes du régime de l'apartheid. Il n'y a pas un seul Sud-Africain qui a vécu à cette époque qui puisse nier qu'on ne devenait pas juge à la Cour suprême de l'apartheid sans avoir donné tous les gages possibles et imaginables au régime de l'apartheid. C'est-à-dire sans avoir habillé juridiquement les violations les plus nombreuses, les plus radicales des droits de l'homme que pratiquait à cette époque-là le gouvernement sud-africain pour maintenir la suprématie blanche sur le reste de la population de ce grand et beau pays. Goldstone, dans le cadre de l'arrangement qui a marqué la fin de l'apartheid, c'est-à-dire d'une sorte de Yalta entre le parti nationaliste au pouvoir qui avait géré l'apartheid et le mouvement nationaliste anti-apartheid ANC, en fait contrôlé par le Parti communiste sud-africain, dans le cadre de ce Yalta, de cet accord entre les contraires qui a créé l'Afrique du Sud actuelle, il a été d'une part pardonné en tant que juge, que grand juge de l'apartheid, et il est devenu la référence morale de l'après-apartheid. C'est à partir de cela qu'il a entamé une nouvelle carrière, une carrière internationale, qu'il a présidé diverses commissions et autres tribunaux internationaux sur diverses régions du monde, qu'il caresse aujourd'hui de façon notoire
l'ambition de devenir secrétaire général des Nations Unies, et qu'il s'est compromis dans le rapport qui porte son nom. La Commission des droits de l'homme, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas insister, je ne vais pas y revenir, mais quand même posons-nous la question. Pourquoi avait-on besoin de ce rapport Goldstone? La raison profonde pour laquelle on avait besoin de ce rapport Goldstone, c'est qu'Israël, une fois encore, était en train de gagner une guerre. Vous savez, le problème d'Israël est très simple. Si Israël perd une seule guerre, il n'y a plus d'Israël. Que Dieu préserve. Le problème est vraiment très simple. Donc Israël a été contraint, et face à un adversaire qui sans cesse a fait preuve d'effort, d'imagination, qui sans cesse s'est modernisé, s'est perfectionné, Israël a dû sans cesse être encore plus fort. Et devenir encore plus fort, cela veut dire devenir encore plus fort sur le plan conventionnel. Cela veut dire maîtriser la défense stratégique non conventionnelle. Mais cela peut signifier aussi savoir gagner des guerres terribles, la guerre des villes, la guerre urbaine, ces guerres terribles face auxquelles les Occidentaux, les Américains et les Français sont aujourd'hui paralysés pratiquement en Afghanistan. Il fallait savoir les gagner sur les fronts d'Israël simplement pour qu'Israël continue à vivre, à exister. Israël y est parvenu. Il a connu, disons, quelquefois un certain nombre de demi-défaites. Il n'a jamais connu de vraies défaites. Il n'a connu essentiellement que des victoires, et il en a connu également sur ce domaine-là. Il y a actuellement en Israël, grâce à Dieu, un chef d'état-major remarquable qui assure son nom, que Hachem Yitbarach le protège chaque jour et chaque nuit, comme il protège toute sa âme. Cet homme a su trouver un certain nombre de méthodes pour montrer à l'adversaire que la guerre terroriste, que la guerre urbaine, cela n'a qu'un temps et qu'Israël est capable même de relever ce défi. Israël l'ayant montré, il a montré, c'était le sens des opérations à Gaza il y a un an. Eh bien, il fallait, du point de vue des ennemis d'Israël, il fallait trouver une parade à sa parade. Et la parade à sa parade, c'est de le ligoter par une menace juridique telle qu'Israël ne puisse plus faire la guerre. C'est le sens du rapport Goldstone. Le sens du rapport Goldstone, c'est de faire perdre à Israël la guerre des guerres, c'est-à-dire le droit de faire la guerre, le droit à l'autodéfense. J'en déduis qu'on ne peut pas s'abstenir sur ce sujet. Ou Goldstone, ou Israël, ou le meurtre, ou la défense de l'innocent. Il n'y a pas d'abstention possible.